Alors, on a commencé la maison d'édition en 2015. En fait, ça s'est articulé. On était plusieurs personnes à la base du projet. Et on était évidemment que des femmes, des grandes lectrices et des voyageuses. Et en fait, l'idée était quand on partait en voyage, on aimait toujours un peu aller à la rencontre de la culture du pays dans lequel on allait. On allait chercher la littérature, le cinéma, toutes les formes d'art de manière générale. Et on a trouvé que pour certains pays, il y avait pas forcément suffisamment de propositions par rapport à ce que nous on attendait, ou alors peut-être que les grands classiques et pas les voix plus modernes, plus contemporaines, plus engagées, plus représentatives de la société d'aujourd'hui dans laquelle le pays évoluait. Et du coup, ça nous a donné l'envie, en fait, nous on était toutes dans l'édition déjà, on s'est rencontrés d'ailleurs comme ça, et ça nous a donné envie d'aller à la rencontre des libraires, des éditeurs, des agents d'ailleurs. Et notamment moi, en fait, j'avais à l'époque le projet d'un grand voyage d'1 an. Dans lequel, pendant 1 an, je suis allée d'abord, j'ai travaillé en librairie française à Istanbul, en librairie française à Bucarest. Ensuite, j'ai fait un grand tour d'Amérique latine. Je suis allée un peu dans les pays arabes et notamment, je suis restée pas mal de temps au Liban. Et en fait, pendant tout ce moment-là, je suis allée à la rencontre, donc, comme je vous disais, des libraires et des éditeurs. Et j'ai identifié quelques textes où je me disais, tiens, ça serait chouette qu'il y ait une parution en France. Et du coup, ça a commencé à poser un peu les premières briques de la maison d'édition. Et on a tenté l'aventure en signant les droits pour un recueil de nouvelles d'une autrice turque, qui est une jeune autrice. Elle a 35 ans, elle est très engagée auprès des minorités, auprès des femmes, très féministe. En plus, on y était vraiment en 2013 à l'époque où la Turquie était en plein dans les manifestations anti-Erdogan, avec le parc de Gezi, etc. Donc il y avait une vraie émulation très intéressante. C'était vraiment une belle opportunité d'être là-bas à ce moment-là. Et du coup, on a signé les droits de ce recueil de nouvelles et on a publié ce premier texte sur Ulule en essayant de voir si notre démarche plaisait. Notamment parce qu'on a grémenté cette démarche et ça, c'est quelque chose qu'on a pérennisé, de toujours pour nos couvertures travailler avec un illustrateur du pays de l'auteur. Donc en fait, pour la couverture de ce recueil de nouvelles, on avait une artiste turque qui nous a fait quelque chose de superbe. Et on avait aussi une partie connectée avec des notes de bas de page qu'on a grémentées sur un site internet pour donner un peu plus d'informations sur le texte, son univers, sa contextualisation, etc. Et ça a super bien marché, on a vendu l'intégralité du tirage. Et forte de ce succès, on va dire, on s'est dit qu'on allait continuer l'aventure. Et là, on a signé du coup un catalogue d'une dizaine de titres. On a signé avec un diffuseur-distributeur, parce que le premier livre, on l'avait fait en auto-distribution nous-mêmes. Et donc voilà, on s'est lancé dans l'aventure. C'est vrai, c'est une de nos images de marque qui est pas forcément, c'est-à-dire parce qu'aujourd'hui c'est vrai que c'est un terme qu'on entend en plus vraiment beaucoup. Nous on a les premières bases de Belleville, c'était en 2015, donc la réflexion autour du féminisme n'était pas autant avancée qu'aujourd'hui, était même peut-être pas une marque vendeuse comme ça l'est aujourd'hui, on va dire. Du coup, en fait, nous, tout simplement, c'est aussi parce qu'on était des femmes, on avait des problématiques de femmes dans notre milieu professionnel aussi. Enfin voilà, donc on était féministes et on avait aussi envie d'aller chercher ces voix qui parlaient des femmes sans forcément lever un point ou un étendard, mais on va dire parler. Nous, on a vraiment eu envie de lancer une maison d'édition populaire. C'est pour ça que ça s'appelle Belleville. Belleville, c'est un quartier qui reste popu malgré la gentrification. Il y a un côté un peu pirate, il y a des choses qui se défont pas dans le quartier où finalement il y a plein de communautés qui restent là et qui bougeront sans doute pas. Et c'est ce qu'on aime aussi dans ce quartier. Et c'est ce qu'on a voulu faire dans la maison. On a aussi voulu donner la voix même si par exemple évidemment que je suis une énorme fan d'Orhan Pamuk et que sa littérature est primordiale, publier Orhan Pamuk c'est primordial, mais publier une autrice contemporaine qui va parler des petites gens, c'est important aussi. Et donc voilà, c'est un peu cette démarche-là qu'on avait. Et du coup, évidemment que dans les minorités qui étaient moins représentées dans la littérature, il y avait aussi les femmes et du coup une vocation féministe qui s'est dessinée
presque toute seule en fait. Absolument. C'est vraiment. Enfin. Bon, il se trouve que j'ai récemment déménagé à Bruxelles, mais avant j'ai été à Belleville pendant plusieurs années. Et en fait, c'est l'ambiance Belleville, c'est ce fourmillement, c'est toutes ces communautés qui cohabitent, qui est quelque chose qui nous paraît super chouette dans un Paris où ça existe de moins en moins malheureusement. Et enfin, il y a encore des quartiers, bien sûr, c'est pas du tout le seul, mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez magique à Belleville et d'assez ouais, il se passe plein de choses et il y a une cohabitation réussie. Et voilà, nous, on avait envie vraiment de s'inscrire dans cette démarche-là en donnant ce nom à la maison d'édition. Et par ailleurs, il se trouve que comme on est enfin voilà, on publie de la littérature étrangère, donc c'est aussi un travail qui nous amène au quotidien à beaucoup voyager à l'international. Et c'est un nom qui a une résonance à l'international. Et ça aussi, ça nous plaisait. On va dire vraiment le côté sonore de Belleville. Belle et ville, c'est deux mots qui sont connus quand on a quelques rudiments de français, on va dire, à l'étranger. Donc tout de suite, ça crée quelque chose dans l'imaginaire des gens qu'on rencontre ailleurs. Il y a aussi, voilà, c'est joli. Dans notre logo, il y a les deux L à l'endroit à Belle et les deux L à l'envers à Ville. Enfin, pour nous, ça nous permet aussi de refléter une sorte de miroir, de choses qui se répondent. Donc, il y avait vraiment beaucoup de choses dans ce nom-là qui correspondaient tout à fait au message qu'on a envie de transmettre. Voilà. Ce qui est hyper passionnant avec Belleville, c'est que justement, en fait, chaque œuvre a son histoire. Il y a une rencontre à chaque fois. Il y a une rencontre avec le texte, qui est souvent faite d'ailleurs ailleurs. Elle n'est pas faite en France parce déjà, il y a eu le voyage que j'évoquais tout à l'heure. Il y a aussi aujourd'hui, je voyage beaucoup j'ai cette chance incroyable d'être invitée dans des foires du livre à l'étranger et du coup d'aller à la rencontre de beaucoup d'éditeurs, et en plus, quand on est invité dans les foires à l'étranger, c'est vraiment quelque chose de très chouette. On est tout un groupe d'éditeurs du monde entier. Les gens qui nous invitent, en général, prennent un temps pour venir nous faire découvrir leur culture. On va être amené au musée, dans les plus beaux lieux de la ville. On a vraiment une porte d'entrée vers une culture qui est incroyable. C'est magnifique, comme opportunité de vie, ce qu'on a... C'est à quoi on a accès. Et du coup, voilà, à chaque fois, il y a une rencontre avec un texte qui varie. Ça peut être un traducteur qui va nous l'amener. Ça, c'est d'ailleurs souvent le cas parce qu'on travaille beaucoup. C'est très important pour nous, évidemment. Comme on est sur des langues, entre guillemets, rares, le rôle du traducteur est primordial dans le projet. Enfin, c'est lui le garant de la qualité du texte, parce que nous on lit pas ces langues, on a souvent un extrait en français ou la plupart du temps en anglais ou le texte entier en anglais, mais en tout cas on n'a pas accès à véritablement l'essence de l'œuvre, donc on se repose aussi sur un réseau de traducteurs de qualité qu'ont déjà publié avec d'autres maisons et qui ont une vraie expertise quant à la langue et quant à ce qu'ils vont pouvoir aussi retranscrire dans leur travail de traduction. Donc ça, c'est primordial dans le projet. Et pardon, je me perds. Et du coup, on a ce rapport-là avec les traducteurs qui est très important. Donc on va discuter avec eux de nous ce qu'on attend en fait d'un texte et de ce qu'est la ligne. Et d'ailleurs, on a des langues où on a des traducteurs qui ont traduit déjà plusieurs textes, pas forcément du même auteur, parce qu'ils nous connaissent, ça y est. Je pense à Florica Couriol, par exemple, qui nous a amené des textes, et notamment, là, on va publier... on devait le publier au premier semestre, mais ça sera sans doute décalé au deuxième, parce que le Covid bouscule tout ces derniers temps. Mais on va publier une autrice féministe roumaine, parce que, grâce au rapport qu'on a avec les traducteurs, ils savent ce qu'on cherche, ils savent ce qu'on attend d'un texte, et ils vont nous proposer des choses adaptées. Voilà. Oui, ça nous arrive d'ailleurs. Là, on va aussi publier un texte qui est un peu un hybride dans le catalogue, parce que c'est la première fois que c'est pas du roman pur et dur. C'est un livre qui va être un mélange de scénettes rédigées et de scénettes illustrées. En fait, l'autrice, elle a aussi bien des talents
d'autrices écrivaines que d'artistes. Et donc du coup, c'est un petit bouquin qui est un peu plus petit que nos livres habituels et qui va être à cheval entre la narration et l'illustré. Ça parle, en fait, j'ai eu un coup de foudre pour l'univers de cette autrice elle raconte sa vraie histoire en fait. Cette autrice, elle est très connue dans son pays, qui est le Québec. Elle a écrit vraiment plein de bouquins pour la jeunesse. Elle a une vraie renommée là-bas. Et là, en fait, elle a raconté son histoire, qui est qu'elle a en fait accueilli la mère de son mari pendant 10 ans chez elle, parce qu'elle était victime des violences conjugales de son mari et le couple l'a un peu sauvée de cet univers toxique dans lequel elle était, et l'ont accueillie chez eux. Et en fait, elle a raconté sous forme de petites scénettes de vie et aussi de petites scénettes illustrées l'histoire de cette grand-mère. Donc le texte s'appellera Grand Moment. M-O, accent circonflexe à N, l'accent, enfin on a décidé de garder l'accent et le jargon, le sociolecte québécois dans le livre. Et donc voilà, et donc il se trouve que là pour le coup c'est nous, c'est Belleville Éditions qui publie le livre, et il n'y a pas eu d'éditeurs étrangers avant, on est les premiers partenaires. Et ça, je réfléchis, mais ça, c'est pas encore arrivé dans le catalogue, mais ça peut tout à fait arriver. Oui, on n'est pas du tout, on n'est pas fermé à ça. En tout cas, c'est pas, on va pas aller regarder que le texte soit un succès à l'étranger pour le publier en France. On va regarder qui correspond à ce que nous on a envie de faire passer comme message et ce qu'on a envie de défendre comme littérature. Il y a beaucoup d'auteurs turcs, mais ça c'est vraiment, il n'y a pas de stratégie dans la maison d'édition, il y a que de l'amour, on va dire. C'est vraiment comme je vous disais tout à l'heure, j'ai commencé ce grand voyage à l'époque en travaillant en librairie française à Istanbul, et enfin voilà, il y a un coup de foudre pour la Turquie, donc forcément ça se ressent aussi dans le catalogue. Pour ça, aussi parce que il se trouve que la production littéraire turque est d'une richesse incroyable et que il y a vraiment beaucoup de choses à transmettre dans la littérature turque, et c'est pas forcément toujours le cas. Enfin, de plus en plus, il y a pas mal de maisons qui publient des auteurs turcs et qui font un travail excellent. Mais enfin voilà. Donc il y a une richesse éditoriale en Turquie, on va dire, qui fait que. Et après, il y a des affinités personnelles, il y a des territoires sur lesquels on n'est pas encore allé parce qu'en fait, on est une petite structure. Techniquement, moi aujourd'hui, je suis toute seule en fait. Je suis toute seule à tenir la barre de la maison, même si j'aime pas trop dire ça parce que j'ai aussi beaucoup de collaborateurs privilégiés, des correctrices qui sont là depuis le début, une maquettiste. J'ai aussi les traducteurs avec qui j'ai un rapport très privilégié, mais on va dire que il y a qu'un capitaine quoi factuellement dans l'équipe, donc c'est compliqué de faire plus qu'est-ce qu'on fait jusque-là, c'est-à-dire, et quand même on fait 6 titres par an maintenant. Donc voilà, mais oui, il y a des territoires vers lesquels aller. J'aimerais bien, on va y aller si la vie nous le permet, si le Covid ne nous tue pas. Voilà, mais pour l'instant, oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose vers la Turquie, vers l'Orient de manière générale, et vers de plus en plus bizarrement vers l'Europe de l'Est, qui n'était pas une volonté au début. Parce que c'était pas une région qu'on connaissait forcément plus que ça, mais c'est pareil, il y a une telle richesse littéraire à l'Est qui est incroyable, et enfin ces derniers mois notamment, j'ai publié un recueil de nouvelles d'une autrice slovène qui est un bijou, qui est intelligent, puissant, qui a une plume incroyable. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à aller dénicher encore quoi, et tout ça prend un temps monstrueux.
Ça arrive, ouais, qu'on ait des auteurs français qui viennent nous démarcher. Voilà, si en tout cas il y a des gens qui regardent cette vidéo en se demandant est-ce qu'on peut envoyer un manuscrit, on peut envoyer un manuscrit, mais nous on publie une littérature d'ailleurs, donc il faut que les romans parlent d'ailleurs. On va pas publier un roman qui se passe en France parce que il y a plein de maisons d'édition qui font ça, on nous attend pas là. C'est pas comme ça que les libraires nous connaissent, donc ils vont pas comprendre pourquoi on arrive avec ce genre de projet. En revanche, un auteur francophone qui parle d'étrangers, qui parle d'ailleurs, on est complètement ouvert à ce genre de récit, oui. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est la reconnaissance des médias pour chaque texte, et ça, c'est vraiment formidable. On a vraiment, même pour des textes où j'avoue, je me disais, bon, ça va vraiment être dur de le défendre celui-là, même si tous nos textes ont des qualités incroyables. Des recueils de nouvelles slovènes, c'est pas des choses faciles quand même à défendre, quoi, on va dire. On sait très bien qu'on s'attaque à des choses où il faut trouver un lecteur passionné, déjà captif, alors soit d'un pays, soit qui a été séduit par notre univers, parce qu'on a aussi une base de lecteurs qui est séduit par ce que nous on propose en tant que, même si j'aime pas trop ce mot, mais marque Belleville. On voit bien qu'on a des gens qui vont acheter parce que c'est Belleville en fait, et parce qu'ils savent qu'il y a une promesse derrière ce nom-là d'une littérature ouverte, contemporaine, engagée, humaniste, voilà. On le voit de plus en plus sur nos réseaux, ça par exemple, sur les réseaux sociaux. Mais on a à chaque fois, en fait, on a vraiment un accueil incroyable de la presse, et ça c'est formidable. Des très très grandes presses, le monde des livres. Enfin voilà, on a cette chance-là. En termes de vente, je pourrais pas dire qu'on est super à l'aise. Non, c'est vrai que c'est compliqué. On compte beaucoup sur les libraires pour nous défendre. Là, ces derniers temps, les libraires, ils ont été vraiment pris à la gorge avec en click and collect. Belleville, ça vend pas. Belleville, faut tomber sur un Belleville en rayon en librairie. Faut un libraire qui vous amène à Belleville et qui vous dit ce que vous allez trouver dans le texte. Donc effectivement, là, il y a eu des textes qui ont malheureusement été un petit peu sacrifiés par la crise sanitaire. Bon, niveau vente, non, on est aujourd'hui sur un projet de passion, on va dire. Mais on tient le cap, on a plein de jolies choses qui se passent. Là, on a actuellement un roman qui est pas là du coup parce qu'il vient de paraître, qui s'appelle Enrage contre la mort de la lumière, d'une autrice sud-africaine, Futhi Tshingila, qui est fabuleux, qui fait un carton sur les réseaux sociaux. On a eu une pluie de coups de cœur libraires, on a eu le monde des livres, encore une fois. Voilà, donc là c'est chouette ce qui se passe pour nous en ce moment. Y a un vrai coup de cœur, un vrai livre qui se démarque. Donc, et j'ai envie de dire qu'un texte chez Belleville, du coup, ça porte aussi un peu l'attention des libraires et des lecteurs sur le reste de notre catalogue. Donc c'est chouette. Mais bon, voilà, oui, il faudrait que dans les prochains mois, ça serait chouette qu'on ait un best-seller ou quelque chose qui nous tire un peu vers le haut pour nous donner un peu plus de confort. Pour faire vivre la maison un peu mieux que ce qu'on fait aujourd'hui, quoi. Après, voilà, on a commencé avec 4 titres par an en 2017, et là, on augmente un peu. Du coup, on a fait 5 titres l'année dernière. 5 titres, et cette année, normalement, on a prévu 6 titres. Et après, faudra s'arrêter là, parce que c'est déjà beaucoup de boulot. Mais voilà. Absolument. Ah oui, alors là pour le coup, au contraire, là on a un engagement nous à aussi revendiquer certaines. Enfin, il y a effectivement pas mal de livres qui abordent la question de l'homosexualité parce que c'est normal en fait. Enfin voilà, il n'y a pas de question à se poser. Nous, c'est pas un engagement parce que on n'a pas d'engagement à publier un texte où il y a des personnages homosexuels en France en 2020. En revanche, oui, c'est l'engagement de la part de nos auteurs, ouais, clairement. Mais on a des auteurs, en Turquie notamment, on a des auteurs qui ont fait le petit détour par la casse-prison, qui sont sous l'effet des projecteurs du gouvernement parce que voilà, ils écrivent sur des choses qui plaisent pas. Bien sûr, bien sûr. On a fait ça dès le début. En fait, nous, vraiment, l'idée, c'était comme on proposait une littérature
de pays qu'on n'avait pas l'habitude de lire, on a tout de suite, en fait, au fil de notre lecture, remarqué qu'il y avait besoin de clés. Notamment, question toute bête, pour notre premier roman, l'autrice, elle est Alevi. Alevi, c'est une minorité religieuse, c'est une minorité islamique, mais on ne sait pas en France exactement d'où vient cette minorité, quels sont quels sont leurs codes, où est-ce qu'ils ont vécu, où est-ce qu'ils sont exportés, où est-ce qu'il y a une diaspora, etc. Donc en fait, on s'est dit, bah mince, le format de la note de bas de page où on met en 2 lignes une petite explication, souvent vaguement en plus tirée d'un Wikipédia bancal, c'est un peu dommage. Donc on avait envie d'aller plus loin que ça, on avait envie de donner plus d'informations, et notamment justement l'alévisme. On est allé chercher une universitaire dont c'est le sujet de prédilection, qui nous a fait un article passionnant et très circonstancié sur l'histoire de cette minorité. Et voilà, en fait, c'est vraiment la démarche qu'on avait envie de mettre en avant, c'est-à-dire, pour aller plus loin, pour comprendre vraiment ce que c'est un texte, on a besoin de ces petites clés-là. Et nous, voilà, on va essayer d'ouvrir les verrous, quoi, et de vous donner un peu plus d'infos. Mais ça peut être aussi des choses un peu plus légères, parce que là, bon, effectivement, il y a peut-être des gens qui vont se dire au cours de leur lecture, c'est pas grave si je sais pas ce que c'est que l'alévisme, et je comprends très très bien. C'est aussi comme ça qu'on apprécie un texte parfois, en sachant pas, et en découvrant uniquement par ce que va dire l'auteur, de s'imprégner, de s'en faire une impression soi-même, et on verra un jour si on creuse le sujet ou non. Mais du coup, il y a aussi peut-être des choses plus légères, de type, comme nous, on voyageait aussi dans les pays dont on publiait les auteurs, on avait des photos, donc on pouvait montrer les galeries photos des lieux, des romans. On pouvait aussi donner une recette de cuisine, tout simplement. Enfin, souvent, dans ces pays Orient, Europe de l'Est, il y a un côté très charnel à la nourriture aussi, donc c'est très présent dans les textes. Du coup, donner une recette, montrer ce que c'est que vraiment, de quoi on parle, qu'est-ce que le personnage va manger, ça peut intéresser aussi certaines personnes. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça. La musique, on parle dans quasiment tous nos textes turcs, on parle de darbuka. Bon, je pense qu'il y a plein de gens qui savent ce que c'est, et il y a plein de gens qui savent pas du tout ce que c'est, et à qui ça évoque rien. Donc, faire entendre les sons, montrer les instruments, enfin, voilà. En tout cas, c'est une démarche qui nous plaisait, nous, de prendre le lecteur par la main, et de l'amener aussi un peu en voyage, nous, dans l'univers de nos auteurs. Et donc, c'est ce qu'on a voulu faire. Notre dernière publication en DAG, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est le roman sud-africain de l'autrice Foutine Chingila, qui s'appelle En rage contre la mort de la lumière, qui est un sublime roman. C'est vraiment un plaidoyer de la résilience des femmes. Ce qui est super intéressant dans ce texte, c'est qu'il donne la voix. Quand on parle de littérature sud-africaine, on n'a pas l'habitude de lire des femmes qui vivent dans les townships, les bidonvilles, de périphérie de grandes villes, qui sont des destins sacrifiés, qui vivent dans la misère, où le décor, c'est le sida, c'est des pasteurs un peu... Enfin voilà, la religion devient un prétexte pour imposer une forme de pouvoir et de contrôle sur la société qui est assez forte, et notamment sur les femmes, parce que les femmes ont besoin d'être purifiées, voilà, et notamment l'héroïne de ce roman, elle est un peu victime, pourquoi je dis un peu, elle est extrêmement, horriblement victime d'un de ses pasteurs. Elle se fait violer, elle tombe enceinte de lui, enfin voilà, il se passe vraiment... C'est un texte où il se passe des choses horribles, mais c'est un texte lumineux, et c'est ce qui ressort dans toutes les critiques là qu'on a ces derniers temps, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à en parler, dans le sens où si je vous donne les grandes lignes, vous allez dire waouh, oui, c'est quoi ce texte, mon Dieu, c'est la déprime. Non, c'est pas du tout ça, c'est vraiment la résilience, c'est des femmes qui lèvent le poing, c'est des femmes qui se laissent pas faire, et c'est des femmes dont on n'a pas l'habitude de lire leur destin, en fait. Donc c'est une grande fierté de publier ce texte-là, c'est une grande fierté de voir qu'il est vraiment pris en main par les blogueurs, les Instagrammeurs, par les libraires, par la presse. Enfin, on a vraiment... tout le monde se met d'accord pour dire que c'est un texte lumineux et important. Donc voilà,
c'est super chouette. Là, on a une pluie d'amour ces derniers temps autour de ce texte-là. Donc, c'est un vrai bonheur en morosité ambiante. C'est vraiment super pour nous d'avoir ce texte-là. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est en cours. Là, à venir, on a plein de choses superbes, mais en même temps, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais on a le texte de l'autrice roumaine dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un texte qui prend... il y a eu tout un travail de manipulation un peu des foules et de brainwashing au temps de Ceausescu sur la question de l'avortement, où il y a eu vraiment des choses horribles qui ont été faites aux femmes parce que les natalités étaient contrôlées et parce que les femmes n'avaient pas de... comme dans beaucoup de pays, et dans le nôtre aussi, hein, à une période, mais avait vraiment pas de solution. Fallait se faire avorter parce qu'on ne pouvait pas forcément assumer l'enfant qu'on était en train de porter, et donc il y a eu des avortements clandestins faits dans des conditions absolument déplorables. Et donc voilà, c'est un roman où l'autrice prend ce sujet-là en main parce que ça fait partie aussi de son histoire familiale, et c'est un roman fort et percutant qui se passe dans... encore une fois, il y a des vrais, c'est marrant... il y a des vrais schémas dans le catalogue de Belleville Éditions, et notamment un des schémas, c'est l'usine de couture. J'ai remarqué ça, on a beaucoup de textes où ça se passe dans une usine de couture. Et c'est là où je me dis, bah voilà, c'est vrai que la volonté de faire une littérature populaire, c'est ça aussi. C'est que du coup, on parle des cousettes, des nanas qui... des petites... qui étaient dans les ateliers. Et donc là, en l'occurrence, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est victime un peu de l'abus... des patrons de l'atelier, va se faire un peu violenter sexuellement, et donc il y a la question de l'avortement qui est prise en main dans ce texte-là. On a le texte de l'autrice québécoise qui parle violence conjugale. On a un fabuleux texte d'un atelier qu'on aurait dû faire avec la bibliothèque et qu'on n'a malheureusement pas pu faire avec Mayra Mouchnik, qui est une traductrice très talentueuse, qui traduit du portugais et de l'espagnol. J'espère que je n'oublie pas une casquette. Et là, qui est en train de traduire un roman cubain, argentino-cubain, d'un auteur incroyable qui s'appelle Marcial Galla, et qui publie un texte qui s'appelle La cathédrale des Noirs, qu'on a publié en fin d'année, qui est un roman choral passionnant, d'une grande richesse, notamment linguistique. On devait faire un atelier de traduction avec Mayra, mais bon, voilà, avec le Covid, on n'a pas pu faire l'atelier qu'on souhaitait, donc à voir si un jour on arrive à organiser d'autres choses. Qu'est-ce qu'on a à venir bon, c'est déjà pas mal, hein, tout ce que je vous ai dit là, mais non, je vais m'arrêter là parce qu'après je vais dire trop de choses qui seront pas forcément correctement présentées, mais voilà, on continue un espèce de petit tour du monde de pays qu'on lit moins, donc avec l'Argentine, Cuba, avec le petit ovni du Québec au milieu, avec toujours la Roumanie, qui est un pays pareil on aime beaucoup et on apprécie. Enfin, il y a une grande richesse littéraire qu'on a envie de continuer à défendre. Voilà. Ah oui, et j'oublie, pardon, un texte incroyable qu'on publie au mois de mai, qui est un recueil de nouvelles d'autrices. C'est un roman écrit, c'est un recueil de nouvelles écrit à quatre mains de deux autrices qui sont allées en fait faire une résidence d'écriture dans la jungle de Calais avant son démantèlement, et qui sont parties à la rencontre des migrants qui vivaient là-bas dans des conditions déplorables. Et en fait, de cette expérience-là, elles en ont tiré un recueil de nouvelles. Il y a une petite dizaine de nouvelles qui sont des galeries de portraits inspirées de ce qu'elles ont vu, mais c'est évidemment très romancé, quoi. L'idée, c'était pas de faire des portraits réels des gens qu'elles ont rencontrés. Et donc voilà, c'est vraiment un recueil de nouvelles très fort sur la jungle de Calais, traduit par Étienne Gomez, qui est aussi un traducteur très talentueux, et qu'on va proposer au mois de mai. Et voilà, j'espère qu'on va avoir aussi beaucoup de succès avec ce texte, parce qu'il est très très beau et plein de poésie et plein de choses très humaines qu'on aime toujours, qui est vraiment un des vecteurs numéro 1 du catalogue, l'humanité, l'humanisme.